Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre tour d'horizon de ce Milan PSG perdu 2-1 par les Parisiens. Hier on s'était arrêté sur la prestation de Skriniar que je voulais un petit peu relativiser, je ne l'avais pas trouvé si mauvais que ça et puis surtout sur le but de Giroud, je voulais un petit peu mettre en avant la responsabilité de ses partenaires aussi, au-delà de son duel avec Olivier Giroud. Bref, reprenons aujourd'hui avec Lucas Hernandez qui a fait un très bon début de saison sur le mois d'août et septembre au poste de latéral gauche puisque on attendait le retour de Nuno Mendes et au final, Nuno rechute, est opéré et aujourd'hui, plus les matchs passent, plus tu as envie de replacer Lucas Hernandez dans l'axe de la défense, et plus tu as hâte aussi de retrouver Nuno, un arrière-gauche aussi. Notons que dans l'après-match, je crois c'est l'équipe qui a sorti cette info, le PSG a acté le fait de recruter un latéral gauche cet hiver. C'est sûr que faire rentrer Mukiele à ce poste-là, c'est vraiment pas l'idéal, surtout que Lucas, en fait, comme je disais, on va revenir là-dessus, plus les matchs passent, plus ses défauts à ce poste ressortent. C'est-à-dire qu'évidemment contre Milan, à l'image de tous ses coéquipiers, une fois que son ailier était lancé, il n'a pas pu l'arrêter. On a senti par moments aussi un petit déficit de vitesse que j'avais ressenti sur un autre match, je ne me souviens plus lequel. Globalement, c'est un défenseur qui est assez rapide, mais peut-être pas très explosif sur les premiers appuis. Sur la prise de profondeur, ça c'est vraiment le truc qui sur le dernier mois colle tous les matchs de Lucas. C'est dans la profondeur, parfois sur l'alignement qu'il lâche, dans le dos il est pris. Voilà. Et ensuite, il laisse ses adversaires centrer, voilà, comme sur juste avant celui de Théo sur le but de Giroud, Pulisic. Voilà, ça on l'a vu trop de fois contre Milan. Donc encore un match moyen, voilà, pour Lucas. Contre Brest aussi, il était titulaire et y a beaucoup de centres. Il faut qu'il soit beaucoup plus proche de son vis-à-vis. Et surtout, en fait, c'est avec ballon. Avec ballon, ça me gêne aussi de voir un Lucas qui, dans l'axe, quand il est aligné en charnière, a des qualités indéniables, mais qui ne ressortent pas quand il est latéral. C'est-à-dire que là, sa qualité de passe, on la voit pas trop, et puis Milan, pour le match de mardi, c'était le néant. Pour porter le ballon, pour jaillir un petit peu, comme il a su le faire en équipe de France, Coupe du Monde 2018 et tout ça, c'est complètement sous-exploité. À chaque fois, quand on parle de débordement de Lucas, c'est l'histoire de 2-3 séquences maximum. C'est le bout du monde quand c'est 3 par match. Et donc, ça, c'est aussi compliqué. Je pense qu'il y a aussi une question de consigne par Luis Enrique qui veut mettre une véritable asymétrie entre Hakimi qui se livre complètement et Lucas qui, de l'autre côté, reste en défense. Mais j'aimerais quand même voir un PSG beaucoup moins scolaire avec un Lucas qui déborde beaucoup plus. D'abord parce que ça aiderait Mbappé d'avoir un dédoublement et puis ensuite parce qu'il a des qualités. Une fois qu'il est lancé, Lucas, lui aussi, il est difficile à arrêter parce qu'il a de l'explosivité, parce que je trouve que dans l'exécution du dernier geste, il est aussi très bon pour centrer. Première intention, il est très bon dans cette dimension-là. Voilà. Mardi soir, là, ça a été avec ballon, je trouve, son pire match. Parce qu'on l'a vraiment pas vu. Et c'est ça aussi que je regrette fortement, cette monotonie du PSG qui insiste sur le côté droit, sans sur le côté gauche jouer sur ses qualités, la première de son équipe Kylian Mbappé, et aussi Lucas Hernandez qui pourrait apporter. Passons au milieu de terrain. Ah là, ça va être le plus salé, hein, les gars. Hein. L'addition, là, c'est pas possible. Hein. Faut faire un resto basket, les gars. Faut se casser sans payer parce que là, c'est très très compliqué. Et le problème, c'est qu'en face, c'était Loftus-Cheek, quoi. Alors on le respecte, hein. Il fait un super match et c'est extraordinaire de faire ça, sachant qu'il revient de blessure, qu'il n'a pas le rythme à 100%. D'ailleurs, il accuse le coup sur la fin du match. Mais quand tu peines face à ce genre de joueur, tu te dis, qu'est-ce que ça va être si on doit se farcir à un moment donné les milieux de terrain de Manchester City, ou alors Jude Bellingham du Real. Jude Bellingham, Federico Valverde par exemple, typiquement, le genre de joueurs qui sont 10 classes supérieures à ceux de Milan. Et du coup, face au nôtre, qu'est-ce que ça devrait être en fait? C'est ça que tu te dis, ça fait très très peur en fait. Hein. Donc là, Ugarte, évidemment, alors comme j'ai dit dans ma vidéo d'hier, il y a la question des crampons, hein, parce qu'il a glissé sur certaines séquences.
Et sinon, dans la globalité, évidemment, c'est son pire match depuis sa signature à Paris. C'est dommage parce qu'il était bien revenu vendredi soir contre Montpellier, mais il est retombé dans ses travers. De toute façon, plus les espaces sont grands, moins il est influent, important, juste dans ses interventions. Avec ballon, les Milanais l'ont bien pris. Alors je note aussi qu'à chaque fois, nos adversaires le ciblent, hein. Ça, c'est à sa décharge. À chaque fois, il est bien ciblé par nos adversaires, qui le cadrent très bien. C'est peut-être aussi parce que lui se déplace pas très intelligemment quand on a le ballon, mais ça ressort vraiment visuellement, hein, nos adversaires qui voilà, l'éteignent complètement, hein, ce bon vieux Manuel Ugarte. Donc voilà, avec ballon, même quand il l'a eu en fait, hein, trop peu de prise d'initiative, trop peu de renversement, de ballon vers l'avant, et ça a été un match tristouné pour lui. En plus, bon, voilà, la narrative que tout le monde dit, hein, une fois que les adversaires étaient lancés, il a beaucoup peiné. Il n'y a pas grand-chose à retenir en fait, hein. Avec ballon, hein, il y a un moment donné où il s'arrache. Il va chercher un corner, mais il n'y a même pas corner en fait. Le corner, il nous est donné puisque c'est lui qui la touche en dernier. Alors il prend un jaune, ça c'est à noter, et ça c'est pareil, le nombre de jaunes qu'on a pris pour la question des suspensions, ça franchement c'est chiant quoi, hein. Et ça on le disait, hein, dès le début du tirage, reprenez les vidéos post-tirage, je disais les gars, quelque chose d'important dans ce groupe, les cartons jaunes, ne pas en prendre bêtement, parce que derrière, avec accumulation, on va se retrouver à jouer notre qualification ou la première place. Enfin, au-delà de la qualification, le problème c'est qu'aujourd'hui on pense à la qualification, mais moi je vais plus loin, je pense aussi à la première place, parce qu'on est PSG, et parce que cette saison, en fait, les poules de Ligue des Champions sont réparties du fait que si tu finis deuxième, t'es mort. C'est-à-dire que tous les gros clubs, normalement, vont terminer premier de leur poule. Et donc toi, tu dois pas terminer deuxième. Vraiment. Là, je sens qu'au tirage au sort, il n'y aura pas de premier intéressant à tirer. Voilà. Les poules sont faites telles que il faut absolument finir premier. Par contre, si tu finis premier, là, tu vas pouvoir te faire plaisir sur le tirage au sort. Je vais plus loin que la qualification, parce qu'aujourd'hui, comme tu viens de perdre, tu penses à assurer la qualification, mais il y a aussi la première place à ne pas oublier, surtout quand tu es le PSG, et que tu sors d'un mercato, les gars, on le répète, à 350 millions d'euros avec un duo de numéro 9 à 180. Bref, 180, j'ai un peu abusé, 150. Donc, carton jaune de Ugarte, c'est limite une des actions les plus intelligentes qui nous a fait du match, hein, parce que c'était la chose à faire, hein, cette faute, pour couper cette contre-attaque. Vitinha, alors, Vitinha, il a été beaucoup plus axial que sur les autres matchs, on y reviendra quand on parlera du match d'Mbappé. Vitinha a beaucoup moins permuté avec le kicks, même s'il y a eu quand même des permutations à quelques moments. Pas beaucoup au final sur la durée du match, avec ballon comme d'habitude, hein, trop neutre, aucun choix tranchant, et puis sans ballon, la configuration du match, c'est tout ce qu'il déteste en fait. Un milieu en face qui est très athlétique, qui est physiquement très bon quand ils réussissent à prendre de la vitesse avec ballon, un PSG qui n'arrive pas à récupérer les ballons haut, ça aussi c'est important parce que Vitinha aussi dépend de son équipe et la capacité du PSG à récupérer haut, parce qu'une fois que ton adversaire a passé le premier rideau, Vitinha est beaucoup moins influent, voire c'est le néant en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'il doit courir vers son but, qu'il doit rattraper le porteur de balle, il apporte rien. Rien de rien. Et mardi soir, ça a été grotesque. Grotesque. Vraiment, son match, Vitinha m'a vraiment beaucoup énervé parce que, vous le savez, la saison dernière, je le défendais pas. Cette saison, j'étais limite, en fait, c'est ça, c'est que le problème, dans ma relation personnelle avec lui, j'étais limite ces derniers temps à l'apprécier, à mettre en avant plus que je devrais ses prestations. Et là, mardi soir, bah non, le mec, il replonge complètement, quoi. C'est triste, ça fait mal, en fait. Ça fait mal, parce que encore une fois, en fait, Vitinha, c'est quelqu'un qu'on a recruté 40 millions l'année dernière. On nous parlait du remplaçant de Marco Verratti. Alors, à proprement parler, en matière de profil, de talent, on ne remplacera jamais Verratti, il n'y aura pas de remplaçant. Mais juste, voilà, en matière de stature, pour un petit peu reprendre ce milieu de terrain, je rappelle que cette saison, Manuel Ugarte vient d'arriver. Zahir Emery a 17 ans. Vitinha est là depuis l'année passée. Il a eu des problèmes avec les cadres du vestiaire qui ont dégagé cet été, donc normalement il aurait pu être libéré, prendre les rênes de ce milieu de terrain, et encore une fois ça me gêne de le voir bouffer à ce point, et me dire qu'en fait, encore une fois, notre moins mauvais milieu, c'est Zahir Emery. J'en viens à sa performance individuelle. Alors, attention, il fait pas un bon match, mais c'est le moins pire des trois, voilà.
Parce que Ugarte et Vitinha, il n'y a vraiment rien à tirer, quoi. C'est des matchs. Ouais, non, non. Alors que Zahir Emery, déjà, il démarre bien son match, il fait 15 bonnes premières minutes, il récupère quelques ballons, il est dans le tempo, physiquement, il résiste par moments, alors d'autres non, mais il y a des moments où, voilà, le gamin te fait des choses très très intéressantes. Encore une fois, il récupère des ballons, il gagne des duels, il est propre, et surtout avec ballon. Avec ballon, je l'ai plutôt bien aimé, il a distribué à la construction, il a été intéressant, surtout quand on sait qu'en fait, c'était un petit peu son défaut la saison dernière, qu'il a un petit peu gommé cette année, même si ça reste encore un petit peu. C'est vrai qu'à la construction, c'est là où il y a le plus gros axe de progression pour Zahir Emery. Donc le fait qu'il s'illustre dans cette dimension-là mardi soir contre Milan, ça m'a fait plaisir. Passons à Dembélé. Alors au final, Dembélé ne fait pas un bon match, bien évidemment, hein, mais j'aimerais revenir aussi sur Luis Enrique. J'aimerais revenir sur Luis Enrique. Ça rejoint ce que je disais sur Lucas Hernandez. C'est-à-dire que Lucas Hernandez, s'il ne monte pas assez, c'est aussi, je pense, les consignes de Luis Enrique qui veut faire son asymétrie. Et donc, ton côté gauche est complètement sous-exploité, ton côté droit surexploité. Dembélé, c'est typique. Dembélé, le problème, c'est que Luis Enrique, je pense, lui met trop de responsabilités dans les pieds. C'est un joueur qui ne doit pas avoir ses responsabilités. Moi, 1er septembre, je me disais, Mbappé va être le leader de cette équipe, Dembélé sera son lieutenant, et donc comme Dembélé va un petit peu évoluer dans l'ombre, il n'aura pas trop de pression et tout ça. Mais au final, en fait, c'est l'inverse, les gars. C'est limite l'inverse. Dembélé est notre meilleur Parisien sur la première demi-heure. C'est celui qui t'apporte le plus de danger, qui se procure, qui crée vraiment le plus de danger à l'échelle de la saison. Hein. Même par rapport à Mbappé, il est au-dessus. Il sert même Mbappé sur le match de mardi, Mbappé qui croque la feuille de match. Le problème, c'est que tu peux pas responsabiliser autant un Dembélé. Voilà. Parce que, au-delà de sa première heure, je trouve qu'il y a un vrai tournant du match et de son match. C'est sa barre. Sa barre, son enroulé magnifique. Ah putain, à ce moment-là, je me dis, après le but refusé pour une faute d'Ugarte au début de l'action au match aller, là, le voir toucher la barre pour ce qui aurait été un but fantastique à San Siro pour climatiser, j'étais trop déçu les gars, mais vraiment, je crois que c'est l'action que j'ai le plus vécu du match, avec les deux buts de Milan et celui de Paris, mais vraiment, cette action m'a dégoûté, j'étais trop frustré pour lui, et le problème c'est que derrière, en fait, l'équipe dans sa globalité flanche, et lui surtout, là, après la barre, on l'a perdu, hein. C'est-à-dire que son début de match est très très bon, il fait les bons gestes, il est très juste, c'est le meilleur Parisien, et derrière, on a eu le pire Dembélé en fait, hein, il se perd complètement. Tu te dis, en fait, Dembélé, moins il touche le ballon, mieux c'est. Parce que s'il fait 3-4 touches, ça va, mais s'il part sur un rush, on sait très bien qu'en fait, à la fin de l'action, c'est trop bizarre, parce que à la fin de l'action, tu as l'impression que lui-même ne sait pas quoi faire, et il balance le ballon. Alors, est-ce que c'est de la nonchalance, parce que des fois, en fait, t'as l'impression que c'est ça, en fait. T'as l'impression que c'est, vas-y, je me débarrasse du ballon, faites-en ce que vous voulez. Mais j'ai même pas l'impression que lui, c'est ça qu'il ressent. J'ai même pas l'impression que dans sa tête, il se dit ça. J'ai l'impression que, voilà, il déconnecte juste de ses pieds et il fait n'importe quoi. Sur le match de mardi, quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'il centre trop, en fait. Il choisit trop la situation de centre, alors que c'est pas un bon centreur, hein, parce que déjà, le centre, soit il va au 3e poteau, soit, et c'est ça la plupart du temps, le centre, en fait, il s'empale dans le premier Milanais qui arrive. C'est-à-dire qu'il centre, mais le premier Milanais qui est sur le chemin, il a le ballon, en fait. Il touche le ballon, en fait. C'est un centre qui va même pas jusqu'à la surface. Il va juste sur le premier Milanais, tellement c'est mal fait. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que ça, c'est du ressort de Dembélé, mais aussi, je pense aussi, de Luis Enrique, dans le sens où on travaille beaucoup ces séquences de centre. Luis Enrique demande à ses joueurs de centrer en retrait pour trouver quelqu'un qui finit. On a marqué des buts comme ça plein de fois. Mais dans le jeu, je trouve que trouver un relais, plutôt que centrer, aller chercher un milieu de terrain derrière, repartir un petit peu de derrière, Dembélé l'a trop peu fait, en fait. Dembélé l'a trop peu fait. Et je pense que Luis Enrique n'aime pas ça. Et c'est pour ça que Dembélé le fait pas, même s'il y a aussi Dembélé qui fait les mauvais choix individuellement. Action typique antithèse, c'est celle de Lee Kang-in en fait. Lee Kang-in qui démarre à gauche, qui va chercher un relais au milieu comme Dembélé l'a trop peu fait. Voilà. Lee Kang-in fait ce que Dembélé n'a pas fait. Et au final, en fait, Lee Kang-in va suivre l'action, aller à droite et toucher le poteau. Je parle du poteau de Lee Kang-in en fait. Voilà. Donc il part de la gauche. Il voit que c'est bouché pour centrer, donc il va chercher un relais. Il va suivre l'action,
Dembélé doit faire pareil, puisqu'en plus il est ambidextre. Dembélé devrait faire pareil. Et au final, se créer son occasion sur le côté droit. Voilà. L'occasion de Lee Kang-in, c'est ce que Dembélé, j'aurais aimé le voir faire sur le match. Voilà. Et puis ensuite, le contrôle en fin de match, là, où il marche sur le ballon. Oh non, mais là, les gars, c'est lamentable, hein, je préfère vous prévenir. C'est, je pense, le moment où je l'ai le plus détesté depuis qu'il a signé au PSG, Dembélé. C'est-à-dire que Dembélé, tu l'adores par moment, tu le détestes, enfin, c'est les zigzags, c'est le yo-yo. Vous savez très bien que moi, je fais partie de ces défenseurs, mais là, non, insulter tout son arbre généalogique, c'est pas possible, hein, ce contrôle où il marche sur le ballon. Donc voilà un petit peu le match sur Dembélé. Alors, Kolo Muani, bon, Kolo Muani, bien sûr qu'il va se battre, s'investir défensivement, faire les efforts, faire le pressing, et même quand tu as eu le ballon, je trouve que il y a eu une petite progression dans son jeu sans ballon par rapport aux autres matchs, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus actif quand on avait le ballon qu'on construisait, il titillait beaucoup plus les défenseurs centraux. Ça, j'ai plutôt apprécié, mais comme d'habitude, c'est quelque chose qui ne ressort pas, c'est pas une évidence en fait. Si tu veux chercher du bon dans ces matchs, faut vraiment aller loin, tu vois. Là, ce que je viens de dire de positif, bon, ça va pas de soi, quoi. C'est quelque chose qui est un peu tiré par les cheveux, tu vois. Parce que sinon, les évidences qui ressortent, bien évidemment, c'est techniquement. Techniquement, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas Ligue des Champions. Les premières touches sont trop mauvaises, et Christophe Jallet, d'ailleurs, le signalait très justement sur Canal+. Le problème, c'est que les contrôles, les passes simples, c'est pas une question d'adaptation, d'intégration. Et comme je l'ai dit depuis le début, ça me faisait peur, une peur bleue, c'est que on dise adaptation, adaptation, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui touche aux qualités intrinsèques du joueur, en fait. Peu importe l'équipe dans laquelle tu le mets, qui loupe un contrôle de haut but, c'est problématique, en fait. Et c'est pas une question de structure collective. Voilà. Aussi, quelque chose que j'avais noté sur son match aller que j'ai revu mardi soir, quand il déserte l'axe, c'est dingue parce que sur son action en première mi-temps où il part sur le côté droit, qui réussit un débordement et à faire un centre en retrait, en fait, c'est la première fois où il part de l'axe, il est dangereux. Voilà. Et ça m'énerve parce qu'en fait, il est bon que quand il déserte un petit peu son poste de numéro 9, qu'il va sur le côté, qu'il s'excentre. Et ça, c'est une dinguerie, hein, parce que vraiment, c'est la première fois où il s'excentre. Et boum, il fait un rush, un raid, et puis il réussit à apporter du danger, pour ce qui est probablement sa meilleure action de la première mi-temps. Pour le reste, c'est très compliqué. Alors, il y a une petite connexion avec Mbappé quand même, hein, parfois, à la 24e minute. Il fait une passe à Mbappé qui doit être décisive, hein, parce que Mbappé, encore une fois, loupe son face-à-face avec Mike Maignan. Hein, mais Kolo Muani, normalement, il doit avoir la passe décisive sur cette occasion de Mbappé. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Pour élargir au repos de... Donc voilà, Kolo Muani, il a pris cher. Pareil, je ferai partie de ceux qui relativiseront un petit peu son match. Et encore, depuis le début de la saison, vous savez que je ne suis pas un grand défenseur de Kolo. Par contre, pour élargir au poste de numéro 9, c'était Kolo qui était titulaire. À un moment donné, Luis Enrique va devoir faire un choix en fait. C'est-à-dire que là, bon alors, il était déjà titulaire contre Montpellier, Kolo Muani 3 jours avant, mais Gonzalo Ramos l'était contre Brest, Kolo l'était contre Milan, Gonzalo contre Strasbourg, Gonzalo contre Rennes, alors que c'était Kolo Muani juste avant contre Newcastle, alors que juste avant... Bon, bref, le truc c'est que il n'y a pas de choix qui est fait à ce poste de numéro 9. Et à un moment donné, il va falloir de la continuité pour les automatismes. Hein. Dans les grands matchs, sans automatisme, ça ne va pas pouvoir le faire. Et à un moment donné, moi j'aimerais bien un vrai neuf. Limite, le remplaçant rentre à la 60e très tôt dans le match, comme Gonzalo mardi soir. Mais j'aimerais un titulaire en fait, qui bosse les automatismes dès le début du match. Parce que là, ça commence à suffire, ces histoires-là. Moi j'aimerais vraiment que Luis Enrique, et là je critique Luis Enrique, fasse un choix pour le numéro 9. Même si vous me direz, alors, c'est un choix en fait qui ferait du bien aux joueurs, parce que le remplaçant saurait à quoi s'en tenir, se galvaniserait sur ses entrées, donnerait tout pour essayer d'inverser la tendance, et puis le titulaire, du coup, il aurait du temps de jeu pour bosser ses automatismes. Donc ce serait vraiment un choix qui profiterait aux joueurs, parce que collectivement, on va pas se mentir, hein, dans cette structure, le numéro 9 n'est pas mis en avant, c'est pas quelque chose de primordial pour le PSG aujourd'hui que de choisir son numéro 9 titulaire, puisque de toute façon, bon... c'est pas le poste, sachant qu'on joue en U, hein, encore une fois, ce U grotesque, voilà, par moment, que Luis Enrique veut, et qui fait que le PSG est plus que prévisible. Le numéro 9 là-dedans n'est vraiment pas à l'aise. Voilà.
Continuons avec Mbappé. Mbappé, évidemment, qui colle beaucoup trop la ligne mardi soir par rapport aux autres matchs du début de saison. Par exemple, contre Strasbourg mi-octobre, il faisait des mouvements très bien sentis, notamment sur sa passe décisive pour Carlos Soler. Des mouvements vers la droite, depuis l'axe, en tant que quasiment numéro 9. Là, mardi soir, il a retrouvé sa ligne qu'il n'a pas lâchée. Et c'est dommage parce que je déteste ce Mbappé-là, tout simplement. Voilà. Moi, mon Mbappé préféré, c'est celui qui se balade du demi-espace gauche jusqu'au demi-espace droit, qui fait des appels très tranchants, qui bouge beaucoup pour déstabiliser la défense et qui est aussi létal devant le but. Hein, parce qu'on va pas se mentir, son match mardi soir, c'est pas qu'une question de contenu. Hein. Il y a aussi 2 occasions qu'il doit marquer absolument. Et là-dessus, on lui en veut aussi. Voilà. Le problème quand tu t'isoles comme ça sur le côté gauche, c'est que tu joues beaucoup plus de 2 contre 1, où tu es en infériorité numérique, où du coup tu n'arrives pas à passer, alors que quand tu es dans l'axe, tu as des relais, des partenaires beaucoup plus proches de toi, ça va beaucoup plus vite, voilà, beaucoup plus instinctivement, et tu es aussi beaucoup plus proche du but pour marquer. Hein, on rappelle que c'est l'objectif principal quand même d'un Kylian Mbappé, marquer. Il faut qu'il soit le plus proche du but, et quand il colle la ligne, il ne l'est pas. Donc ça, j'aime pas. Et ensuite, avec Vitinha, donc Vitinha était axial, Mbappé collait la ligne, mais surtout, ça permutait pas beaucoup, ça permutait beaucoup moins. Et ça, le problème, c'est que les Milanais, c'était trop facile pour eux de défendre du coup, parce que tu étais ultra prévisible en fait, à ne pas changer de zone, tu étais ultra lisible, et au final, bah, ils t'ont complètement cadenassé. Mais ça, c'est aussi du ressort de Luis Enrique. Vous remarquez qu'à chaque fois que je parle d'un joueur, je parle de Luis Enrique parce que pour moi, mardi soir, Luis Enrique a vraiment fait un mauvais match dans son approche. Par exemple, sur le côté gauche, déjà, le PSG évolue en 4-3-3, plus en 4-2-4, hein, soyons clairs. Vitinha était beaucoup moins haut, en fait, fixait beaucoup moins la défense adverse. Et ce qui a fait que du coup, les Milanais pouvaient défendre en supériorité numérique la plupart du temps. Alors que si tu as une ligne offensive à 4, c'est que des 1 contre 1. Évidemment, Mbappé est meilleur en 1 contre 1 qu'en 2 contre 1. La présence de Vitinha lui aurait fait du bien aussi. Et ne pas permuter fait que tu es beaucoup plus prévisible, parce que les Milanais défendent toujours les mêmes joueurs dans les mêmes zones, et donc, voilà, ils prennent le pli, et ça va de soi. Donc, là, Luis Enrique, je lui en veux aussi là-dessus, sur son animation du côté gauche, puisqu'il a décidé, à la différence du match contre Newcastle, d'abandonner son espèce de 4-2-4, en fait. Hein, voilà. Et du coup, le problème aussi, c'est que Vitinha, quand il est sur le côté, quand Vitinha fixe et que Mbappé est demi-espace, je trouve que leur relation entre les deux est beaucoup plus intéressante. Parce que là, quand Vitinha est axial et Mbappé fixe, Vitinha ne va pas chercher Mbappé instinctivement. Vitinha va chercher l'autre côté, va chercher l'axe en fait, et ne va pas se connecter avec Mbappé. Ça, c'est un problème aussi, les questions de droitier, gaucher et tout ça, parce que on va y revenir aussi sur Lee Kang-in, bien évidemment, et son entrée contre Milan, qu'on verra dans une autre vidéo, les gars, parce que là, il faut que je m'arrête. Ce qui m'embête encore plus sur le match de Mbappé, c'est que encore une fois, il est calqué sur celui de l'équipe. C'est-à-dire que quand l'équipe sombre, Mbappé sombre, quand l'équipe va bien, Mbappé brille. Le problème, c'est que ce constat, déjà, il est valable pour quasiment tous les joueurs de l'équipe. Et ça me fait très très peur en fait. J'ai l'impression qu'on n'a personne pour tirer un petit peu son épingle du jeu quand ça va pas bien. Et le second problème, c'est que faire ce constat avec un Vitinha, un Ugarte, un Dembélé, à la limite, ça ne me dérange pas. Mais le faire avec un Mbappé qui te coûte 70 plaques, avec le statut qu'il a, ça me gêne beaucoup plus en fait. J'attends de lui beaucoup plus de prise de responsabilité quand l'équipe va mal. Voilà. Alors vous me direz aussi, au match aller, l'équipe allait mal, il ouvre le score. C'est vrai aussi. Mais là, à San Siro, il a été anesthésié complètement. Il a eu de l'explosivité. Hein. Tu sens que par rapport au début de saison, ces matchs sont tout aussi mauvais, mais de l'autre côté, au début de saison, physiquement, ça suivait pas. Là, c'est pas une question physique. Vraiment, l'électricité, il l'a. C'est vraiment une question de positionnement. Et puis, pour le match de mardi soir, pour rester dessus, je pense que voilà, le pire, c'est les 2 occasions qui manquent. Hein. Ne pas oublier aussi. J'ai mis en avant la dimension collective avec Luis Enrique, Vitinha et tout ça, mais ne pas oublier aussi que Mbappé, voilà, s'il met les 2 occasions, ça fait un autre match pour lui, pour l'équipe et pour Milan, qui se serait découvert, qui lui aurait donc laissé plus d'espace, lui qui aurait pris plus de confiance, son équipe qui aurait évolué beaucoup plus haut. C'est un cercle vertueux. Bref,
N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On reviendra sur le coaching de Luis Enrique parce qu'en fait, il y a limite autant à dire sur les entrants que sur les titulaires, mais dans une autre vidéo, les gars. Voilà, je vais poster celle-là. Je ne sais pas s'il y aura de débrief du match de Reims contre demain parce que je suis en famille, je fête mon anniversaire avec tout le monde. Bon, je vais quand même aider ma mère à préparer la maison plutôt que de regarder le match. Et puis surtout, au moment de la fin du match, les invités seront là. Je ne pourrais pas faire de débrief, le poster, machin chouette. Donc je pense qu'on fera une vidéo dimanche ou lundi au plus tard, parce que dimanche, c'est pas certain. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like, et on se retrouve très prochainement. Ciao les amis, prenez soin de vous.